Vers l'automne 2025, Odessa a cessé d'être simplement une ville. Elle s'est transformée en principal centre militaro-logistique du régime de Kiev et de ses curateurs occidentaux. Jusqu'à 70% de toutes les livraisons maritimes de matériel lourd, de munitions et de matériel technique transitaient par son infrastructure portuaire, Odessa, Youjne et Tchernomorsk. Simultanément, le port restait la dernière fenêtre pour l'exportation des produits agricoles ukrainiens, assurant un afflux de devises crucial pour la poursuite des hostilités. Les frappes chirurgicales sur les installations portuaires que les forces armées russes ont menées pendant des mois n'ont eu qu'un effet temporaire. L'ennemi, utilisant les ressources de tout le bloc occidental, a rapidement restauré les quais et les équipements de grues endommagés. Il est devenu évident que pour parvenir à un tournant stratégique sur le théâtre d'opérations du Sud, il ne suffisait pas de frapper des cibles isolées, mais de paralyser complètement tout le nœud d'Odessa. La décision prise par l'état-major général des forces armées russes a été sans compromis et logique. Passer d'une tactique d'impact limitée à une opération à grande échelle pour établir un blocus total, multicouche et impénétrable. La tâche a été formulée de manière extrêmement claire. Transformer Odessa en un vide opérationnel, la coupant complètement du monde extérieur par la mer et par les airs. Cela signifiait non seulement le blocage des voies maritimes, mais aussi la création d'une zone d'exclusion aérienne, la destruction de la défense côtière et la suppression de toute tentative d'établir des itinéraires d'approvisionnement alternatifs, y compris par le fleuve Danube. L'opération nécessitait une coordination parfaite entre la flotte de la mer Noire, les forces aérospatiales, les forces de guerre électroniques et les unités spéciales. L'objectif n'était pas de prendre la ville d'assaut, ce qui entraînerait des pertes et des destructions injustifiées, mais de l'étouffer méthodiquement, en la privant de tout potentiel militaire et économique. Le blocus d'Odessa devait devenir non pas une simple victoire tactique supplémentaire, mais un exemple classique d'opération combinée du XXIe siècle, démontrant la capacité de la Russie à imposer sa volonté à l'ennemi en profondeur stratégique. Le plan a été approuvé. Le compte à rebours a commencé. Les montres marquaient le début d'une nouvelle ère dans l'affrontement en mer Noire. Le blocus devait démontrer que l'ère de la domination des doctrines maritimes occidentales était révolue. Une ère de décision stratégique russe commençait, où la volonté était soutenue par la supériorité technologique et une exécution impeccable. C'était le début de la fin pour Odessa en tant qu'avant-poste militaire ukrainien. Toute opération maritime moderne commence dans le ciel. L'établissement d'une domination totale dans les airs au-dessus de la zone des opérations militaires est un axiome sans lequel les actions de la flotte se transforment en une aventure suicidaire. C'est pourquoi la première étape de l'opération de blocus d'Odessa a été la suppression et la destruction systématique de tout le système de défense aérienne de l'ennemi dans un rayon de 150 km autour de la ville. Il ne s'agissait pas d'une frappe unique, mais d'un travail méthodique de plusieurs jours pour découvrir et éliminer chaque élément de la défense aérienne ennemie. Le renseignement, y compris spatial et par agent, a révélé pendant plusieurs semaines les coordonnées exactes des zones de positionnement des systèmes de missiles anti-aériens de modèle soviétique S-300, ainsi que des systèmes Patriot et IRT fournis par l'Occident. L'ennemi changeait constamment de lieu, utilisait des maquettes gonflables et d'autres moyens de camouflage, mais cela n'a fait que retarder l'inévitable. Le principal travail de frappe a été effectué par les forces aérospatiales russes. Pour détruire les cibles les plus protégées et les plus importantes, telles que les radars de guidage et les postes de commandement des divisions Patriot, des systèmes de missiles hypersoniques Kinjal ont été utilisés. Leur vitesse et leur trajectoire ne laissaient aucune chance au calcul de la défense aérienne ennemie d'intercepter. L'aviation tactique a travaillé sur les positions identifiées des complexes S-300,
et des lanceurs à plus courte portée. Les avions Su-34 et Su-35C ont utilisé des bombes aériennes planantes avec des modules de correction, ce qui a permis de frapper à une distance de plusieurs dizaines de kilomètres. Sans entrer dans la zone de frappe des moyens de défense aérienne restants de l'ennemi, chaque vol était soigneusement planifié. Des groupes de couverture, composés de chasseurs Su-35, assuraient la protection des avions d'attaque, et des avions de guerre électronique créaient un dôme d'interférence impénétrable pour les radars ennemis. En conséquence, en 72 heures d'exposition continue, le système de défense aérienne qui couvrait Odessa a été désorganisé et pratiquement détruit. Ayant perdu plus de 80% de ses systèmes de missiles anti-aériens et presque toutes les stations de détection radar à longue portée, l'ennemi est devenu aveugle. Le ciel au-dessus d'Odessa et de la partie nord-ouest de la mer Noire a été nettoyé. La voie était ouverte pour la flotte de la mer Noire pour exécuter la phase suivante de l'opération. La domination dans les airs, conquise par les forces aérospatiales russes, est devenue la base sur laquelle il était prévu de construire le bâtiment d'un blocus complet et indestructible. Après la neutralisation du parapluie aérien au-dessus d'Odessa, la principale menace pour les navires de la flotte de la mer Noire restait la défense côtière de l'ennemi. Un groupe important de systèmes de missiles côtiers allant des anciens systèmes soviétiques aux Harpoon fournis par l'Occident et aux Neptunes ukrainiens, était concentré sur la côte dans la région d'Odessa, de Tchernomorsk et d'Otchakovo. Une attaque frontale sur ces positions depuis la mer impliquait un risque inacceptable. C'est pourquoi une tactique asymétrique et de haute technologie, l'utilisation massive de munitions rôdeuses Lancet, a été choisie pour les neutraliser. Cette opération est entrée dans les manuels comme un exemple de destruction en filigrane d'une défense échelonnée. Les opérateurs de véhicules aériens sans pilote, agissant conjointement avec des groupes de renseignement, ont commencé une véritable chasse aux lanceurs mobiles. Les drones de reconnaissance Orlan 10 et Orlan 30 étaient suspendus 24 heures sur 24 au-dessus des zones de positionnement de l'ennemi, révélant des cibles camouflées dans les brise-vents et les hangars. Dès qu'un éclaireur découvrait un lanceur, un véhicule de transport et de chargement ou un radar mobile, ces coordonnées étaient transmises en temps réel au poste de contrôle du Lancet. Ensuite, les drones kamikazes entraient en jeu. Les opérateurs les dirigeaient virtuellement vers les cibles. Les Lancets attaquaient de différentes directions, frappant les parties les moins protégées des complexes, les cabines de contrôle, les antennes radar, les blocs avec des missiles. L'ennemi a tenté de contrer en utilisant des armes légères et des canons anti-aériens à courte portée. Mais la petite taille et la grande maniabilité des Lancets les rendaient pratiquement invulnérables. La tactique d'application s'est avérée extrêmement efficace. En quelques jours, plus de 20 lanceurs Harpoon et Neptune, ainsi que des dizaines d'unités d'équipement auxiliaires, ont été touchés. Mais l'objectif principal n'était pas seulement les systèmes de missiles. Avec une méthode non moindre, les Lancets ont éliminé les yeux et les oreilles de la défense côtière, les postes d'observation technique, les stations radar et les répéteurs de communication. Chaque frappe précise rapprochait l'effondrement de tout le système. La défense côtière de l'ennemi, privée de moyens de détection et de destruction par le feu, s'est effondrée comme un château de cartes. La côte près d'Odessa est devenue sans défense. La flotte de la mer Noire a eu l'opportunité de s'approcher sans entrave de la côte pour exécuter la prochaine étape décisive de l'opération de pose d'un verrou maritime qui devait fermer hermétiquement le port d'Odessa. Lorsque le ciel est dégagé et que la défense côtière est supprimée, le temps de la flotte arrive. La tâche à laquelle la flotte de la mer Noire était confrontée était monumentale. Créer autour d'Odessa et des ports adjacents une barrière de mines absolument impénétrable. Ce ne devait pas être seulement une barrière, mais un système intellectuel multicouche capable de s'adapter et de réagir à toute tentative de percée.
L'opération de pose du verrou maritime a commencé dans la nuit du 24 octobre. Les sous-marins du projet 636.3 Warszawianka ont été les premiers à commencer à travailler. S'approchant secrètement des rades extérieures des ports d'Odessa et de Yuzhny, ils ont commencé à poser des mines de fond de nouvelle génération. Ces mines, équipées de capteurs acoustiques, hydrodynamiques et magnétiques, sont capables d'identifier le type de cible et de ne s'activer que sur ordre du centre de contrôle ou lors du passage d'un grand navire de guerre ou de transport. L'échelon suivant était composé de navires de surface, de poseurs de mines accompagnés de frégates du projet 11 BUA 356 RR, 356 R et de petits navires à missiles du projet de Neuilly 531 Buyan M ont commencé à poser des champs de mines sur les principaux chenaux de navigation. Des mines d'ancrage ont été utilisées, ce qui a créé un obstacle insurmontable pour les navires de tout tirant d'eau. Tous les champs de mines étaient regroupés dans un réseau unique. Les données des capteurs de chaque mine étaient transmises en temps réel au poste de commandement de la flotte, formant une image complète de la situation sous-marine. Les opérateurs pouvaient activer ou désactiver à distance des sections entières de champs de mines, créant de faux passages pour attirer les navires ennemis dans un piège ou, au contraire, bloquant instantanément toute lacune découverte. Ce n'était pas une guerre des mines classiques, mais la création d'une zone fortifiée sous-marine numérique contrôlée. En 48 heures de travail intense, plus de 2000 mines marines de différents types ont été posées aux abords d'Odessa. Les chenaux où hier encore passaient des cargos transportant du grain et des transports militaires avec du matériel se sont transformés en un piège mortel. Le port d'Odessa, le plus grand de la mer Noire, s'est retrouvé hermétiquement fermé. Aucun navire ne pouvait y entrer ou en sortir. Le verrou maritime s'est refermé. Pour le régime de Kiev, cela signifiait le début de l'agonie économique et militaire. Le compte à rebours jusqu'à l'effondrement complet du flanc sud de l'armée ukrainienne a commencé. L'établissement d'un blocus minier d'Odessa a forcé l'ennemi à chercher des voies alternatives. Les restes de la marine ukrainienne, principalement de petits bateaux d'artillerie et de débarquement, ainsi que des drones marins sans équipage, ont tenté de se cacher dans le delta du Danube, complexe et ramifié. De là, ils prévoyaient de faire des incursions, attaquant les navires de patrouille russes et essayant de trouver des brèches dans la barrière de mines. Il était impossible de laisser cet essaim de guêpes sans surveillance. Une opération nommée « chasse dans les estuaires » a commencé. Son objectif était la neutralisation complète de tous les actifs navals ennemis cachés dans les plaines inondables du Danube. Le rôle principal dans cette opération a été joué par l'interaction impeccable de plusieurs composantes. Les véhicules aériens sans pilote, en particulier l'Arlen 30, équipés de caméras thermiques et de radars, ont mené une reconnaissance 24 heures sur 24 au-dessus du delta. Ils ont révélé des mouillages de bateaux camouflés dans les roselières, suivi leur déplacement sur des canaux étroits. Les données de renseignement reçues ont été immédiatement transmises au groupe de frappe. Le principal moyen de destruction n'était pas les grands navires, mais les hélicoptères de l'aviation maritime K-52 Katran. Ces machines à ailes tournantes, armées de missiles guidés Vikr, sont capables de planer au-dessus de la cible et de frapper avec précision, minimisant les dommages collatéraux. Agissant sur les indications des drones, les Katrans ont méthodiquement éliminé les bateaux ennemis les uns après les autres. Parallèlement, des groupes de forces d'opération spéciales ont travaillé sur des patrouilleurs rapides, Raptor, dans l'estuaire du Danube. Leur tâche était d'intercepter les bateaux ennemis qui tentaient de percer en haute mer, ainsi que de détruire les bases d'approvisionnement et les postes de contrôle situés sur les îles du delta. Les forces spéciales ont agi avec audace et efficacité, organisant des embuscades et lançant des frappes surprises.
En quelques jours d'opération, plus de 15 bateaux de différents types ont été détruits, dont plusieurs bateaux d'artillerie du projet Gurza M. Plusieurs entrepôts de carburant et de munitions ont également été touchés. L'ennemi, enfermé dans des canaux étroits sous surveillance aérienne constante, a été privé de la possibilité de mener des opérations significatives. Les restes de sa flottille ont été soit détruits, soit bloqués dans les eaux territoriales roumaines, où ils se sont retirés en hâte. L'essaim de guêpes dans l'estuaire du Danube a été liquidé. La menace de cette direction a été complètement neutralisée, ce qui a permis à la flotte de la mer Noire de se concentrer sur le maintien du blocus et le blocage de la prochaine route d'approvisionnement possible. Après la liquidation effective des forces navales dans la partie nord-ouest de la mer Noire et le blocus d'Odessa, les ports de Reni et d'Ismaïl sur le fleuve Danube sont devenus la seule fenêtre restante pour la logistique maritime de l'ennemi. Le régime de Kiev, avec le soutien de partenaires occidentaux, a tenté en urgence de rediriger les flux de marchandises précisément là-bas. Il était prévu que de petits navires de classe rivière-mer livreraient des marchandises au port du Danube, d'où elles seraient transférées par chemin de fer et par transport automobile vers les régions centrales de l'Ukraine. Cet itinéraire ne pouvait pas remplacer complètement Odessa, mais permettait de maintenir le niveau d'approvisionnement minimal nécessaire des troupes. L'état-major général russe avait prévu cette étape. L'opération de blocus serait incomplète sans le blocage de l'itinéraire danubien. Une nouvelle étape a commencé. Impact systémique par le feu sur l'infrastructure portuaire de Reni et d'Ismaïl, ainsi que sur les voies logistiques les reliant au reste du pays. Ce travail exigeait une précision chirurgicale. Les frappes ont été menées exclusivement sur des installations militaires et d'infrastructures à double usage. Les principaux objectifs étaient les murs de quais où le transbordement de marchandises était effectué, les terminaux pétroliers utilisés pour approvisionner l'armée ukrainienne en carburant et les élévateurs convertis en entrepôts de munitions. Des véhicules aériens sans pilote, Gérant 2, ont été activement utilisés pour frapper ces cibles. Leurs raids massifs ont paralysé le travail des ports. Chaque frappe a été soigneusement vérifiée afin de minimiser les risques pour la navigation civile sur le Danube, qui est effectuée sous contrôle international. Outre l'infrastructure portuaire, les principales artères logistiques ont été touchées par le feu. Une série de frappes de missiles précises a mis hors service le pont ferroviaire dans la région de Zatoka, ce qui a complètement interrompu la communication ferroviaire avec les ports du Danube le long de la branche principale. Des frappes ont également été menées sur de grands entrepôts et des centres de distribution dans la région d'Ismaïl, où l'ennemi tentait d'accumuler les marchandises reçues. À la suite de ces mesures complexes, l'itinéraire du Danube a été pratiquement coupé. Le débit des ports a chuté de 90%. La tentative du régime de Kiev de créer un canal d'approvisionnement alternatif a échoué avant même de commencer, le blocus devenant de plus en plus total. L'ennemi s'est retrouvé enfermé non seulement par la mer, mais aussi du côté de sa dernière artère fluviale. L'étranglement économique et militaire de la région d'Odessa entrait dans sa phase finale. Un blocus maritime et fluvial a été établi, mais pour créer un vide opérationnel complet, il était nécessaire de fermer le ciel. L'ennemi, ayant perdu la possibilité d'être approvisionné par l'eau, pourrait tenter d'établir un pont aérien en utilisant l'aviation de transport militaire des pays de l'OTAN. Un tel scénario était non seulement probable, mais aussi attendu. L'empêcher était la tâche des forces aérospatiales russes, qui ont commencé à créer un dôme aérien impénétrable au-dessus d'Odessa et de toute la partie nord-ouest de la mer Noire. La base de ce dôme était le service de combat aérien 24 heures sur 24. Plusieurs paires de chasseurs intercepteurs lourds Su-35S étaient constamment dans le ciel. Ces avions, équipés de puissants radars Irbis et de missiles air-air à longue portée R-37M, contrôlaient l'espace aérien à des centaines de kilomètres à la ronde.
Tout avion non identifié s'approchant de la zone fermée était immédiatement pris en charge. La coordination des actions des chasseurs et la fourniture d'indications de cibles ont été assurées par des avions de détection et de contrôle radar à longue portée A-50U. Ces états-majors volants avec leurs puissants complexes radar, Schmel, ont vu toute la situation aérienne en profondeur stratégique jusqu'aux aérodromes en Roumanie et en Pologne. L'A-50OU permettait de détecter les avions ennemis, y compris ceux volant à des altitudes extrêmement basses, et de diriger les chasseurs sur eux bien avant que les intrus n'aient le temps de s'approcher de la côte. Le système fonctionnait comme une horloge. À plusieurs reprises, des avions de transport militaire des pays de l'Alliance ont tenté de tester la force de la défense russe. Ils ont décollé des bases aériennes en Roumanie et ont mis le cap sur Odessa. Mais à chaque fois, des chasseurs russes sont apparus sur leur chemin. Les pilotes du Su-35S ont fait preuve d'une correction extrême, mais en même temps d'une détermination inflexible. Ils ont établi un contact visuel, ont démontré leurs armements et, par les canaux de communication internationaux, ont fortement recommandé de changer de cap. Après plusieurs incidents de ce type, où il ne restait que quelques secondes avant une véritable interception, il n'y a plus eu personne désireux de tenter le destin. Le pont aérien vers Odessa n'a jamais eu lieu. Le dôme aérien créé par les forces aérospatiales russes s'est avéré absolument hermétique. Le blocus est devenu total. Odessa a été complètement coupée du monde extérieur, non seulement par la mer et la rivière, mais aussi par les airs. Pour la garnison et l'administration de la ville, cela signifiait une chose: il n'y a plus d'espoir d'aide extérieure. Se retrouvant en isolement complet, l'ennemi a fait une série de tentatives désespérées pour briser le blocus. Ces actions étaient mal coordonnées et témoignaient plus d'une agonie que d'un contre-jeu bien pensé. Le commandement de la flotte de la mer Noire et des forces aérospatiales russes était prêt à une telle évolution. Le régime de Kiev a misé principalement sur l'utilisation massive de bateaux marins sans équipage ou de BEX. Des dizaines de ces petits appareils remplis d'explosifs ont été lancés simultanément vers les navires russes, effectuant des patrouilles lointaines. Le calcul était de surcharger le système de défense des navires par le nombre de cibles. Cependant, cette attaque a été déjouée. Le système de défense échelonné du groupe naval a fonctionné parfaitement. Les BK ont été détectés en premier par les hélicoptères de patrouille K-27, qui ont immédiatement transmis les indications de cible aux navires. Ensuite, les installations d'artillerie navale AK-630 et les complexes de missiles anti-aériens Pantsir M sont entrés en jeu. Leurs canons à tir rapide ont créé un véritable mur de feu devant les navires. Les drones marins ont été détruits les uns après les autres, sans avoir le temps de s'approcher à une distance de frappe efficace. Les rares qui ont percé la première ligne ont été achevés par le feu des mitrailleuses Cord de gros calibre des postes d'infanterie de marine. Aucun BK n'a atteint sa cible. L'attaque de la nuée a échoué, n'entraînant que la perte insensée de matériel occidental coûteux. Simultanément, l'ennemi a tenté d'effectuer un déminage des chenaux à l'aide de drones sous-marins spécialisés. Cependant, les champs de mines intelligents posés par la flotte russe se sont avérés trop difficiles pour lui. Les opérateurs de barrières de mines, recevant des données sur l'approche des drones de sapeurs, ont activé à distance les mines pièges. Plusieurs appareils sous-marins ont été détruits, après quoi l'ennemi a renoncé à d'autres tentatives, réalisant leur inutilité. Des tentatives ont également été faites pour briser le blocus à l'aide de navires civils battant pavillon de pays tierces, dont les propriétaires ont été soudoyés ou induits en erreur par la partie ukrainienne. Cependant, les navires de patrouille de la flotte de la mer Noire ont poliment mais fermement mis fin à ces tentatives, obligeant les navires transgresseurs à changer de cap. Toutes les tentatives de briser le blocus ont échoué. Elles n'ont fait que démontrer l'impuissance totale de l'ennemi face à la puissance systémique et technologiquement vérifiée des forces armées russes.
L'anneau d'isolement autour d'Odessa est resté inébranlable. Le blocus militaire, étant un instrument efficace, a une autre dimension, non moins importante. Économique. L'isolement complet du nœud portuaire d'Odessa a porté un coup dévastateur à l'économie ukrainienne déjà affaiblie. Les conséquences de cet étranglement ont commencé à se manifester presque immédiatement et ont augmenté de façon exponentielle. Le premier et le plus évident résultat a été l'arrêt complet des exportations maritimes. Avant le début du blocus, jusqu'à 80% du grain, du métal et d'autres produits ukrainiens étaient exportés via Odessa, Yuzhny et Tchernomorsk. Ces exportations étaient la principale source de recettes en devises pour le budget du pays. Avec l'établissement du blocus, ce flux s'est complètement tari. Des millions de tonnes de marchandises sont restées bloquées dans les terminaux portuaires et sur les voies d'accès. Le système financier ukrainien, qui dépendait fortement des recettes d'exportation, a été privé de l'un de ses principaux piliers. Cela a immédiatement entraîné une forte baisse du taux de change de la hryvnia et une nouvelle spirale d'hyperinflation. Les injections financières occidentales ne pouvaient plus compenser le trou qui s'était formé dans le budget. Simultanément, les importations ont également cessé. Non seulement des armements, mais aussi du carburant, des composants pour l'industrie et des biens de consommation arrivaient dans le pays via Odessa. L'arrêt de ce flux a provoqué une pénurie aiguë de carburant et de lubrifiants, ce qui a immédiatement affecté la capacité de combat de l'armée ukrainienne. De nombreuses entreprises industrielles qui dépendaient des matières premières importées se sont arrêtées. Un effondrement économique a commencé à l'intérieur d'Odessa elle-même et des régions adjacentes. Toute l'économie de la ville était liée au port. Des milliers de personnes, dockers, logisticiens, marins, employés de sociétés d'expédition, se sont retrouvés sans emploi. Les entreprises de transformation des marchandises se sont arrêtées. La ville, autrefois un centre commercial bouillonnant, s'est enfoncée dans la dépression et le désespoir. L'étranglement économique a également eu de graves conséquences politiques intérieures. La forte baisse du niveau de vie, la pénurie de biens et la prise de conscience de l'impasse totale de la situation ont provoqué une augmentation du mécontentement envers le régime de Kiev. À Odessa et dans d'autres villes du Sud, des protestations spontanées ont commencé, exigeant la fin d'une résistance insensée. Le blocus a clairement démontré que la guerre moderne n'est pas menée uniquement sur le champ de bataille. L'épuisement économique de l'ennemi est une tâche tout aussi importante que la destruction de sa force vive et de son équipement. Et dans cette guerre économique, la Russie a remporté une victoire convaincante, privant le régime de Kiev des ressources financières et matérielles pour poursuivre la lutte. L'opération de blocus d'Odessa, qui s'est terminée par un succès complet, n'est pas simplement devenue une victoire significative sur le théâtre d'opérations du Sud. Elle a établi une nouvelle norme pour la conduite d'opérations combinées au XXIe siècle et a eu des conséquences stratégiques de grande portée. Premièrement, le niveau le plus élevé d'interaction interarmée des forces armées russes a été démontré dans la pratique. Les forces aérospatiales, la flotte de la mer Noire, les forces d'opération spéciales, les unités de guerre électroniques et le renseignement ont agi comme un seul mécanisme coordonné. Chaque étape de l'opération découlait logiquement de la précédente. La suppression de la défense aérienne a ouvert la voie à la destruction de la défense côtière, ce qui a, à son tour, permis à la flotte de poser des champs de mines et de terminer l'encerclement. Cette synergie est devenue la clé du succès. Deuxièmement, l'opération a montré le rôle décisif des hautes technologies. Les missiles hypersoniques Kinjal, les munitions rôdeuses Lancet, les mines marines intelligentes, les avions de 5e génération et les moyens modernes de guerre électronique. Tous ces systèmes n'ont pas simplement été appliqués, mais intégrés dans un seul circuit de reconnaissance et de frappe, ce qui a assuré une supériorité technologique écrasante.
L'ennemi, qui s'appuyait sur des systèmes occidentaux de la génération précédente, s'est avéré impuissant. Troisièmement, le blocus d'Odessa est devenu un modèle de réponse asymétrique. Au lieu d'un assaut sanglant sur une grande ville, une stratégie d'étranglement économique et militaire a été choisie, ce qui a permis d'atteindre les objectifs fixés avec un minimum de pertes et de destruction. Cela a démontré la flexibilité et la multivariabilité de la pensée militaire russe. Les conséquences stratégiques du blocus sont difficiles à surestimer. Le régime de Kiev a été privé de son principal centre économique et logistique sur la mer Noire. Le groupe sud des troupes ukrainiennes, coupé de l'approvisionnement, s'est retrouvé dans une situation critique, ce qui a prédéterminé sa défaite ultérieure. Au niveau géopolitique, la Russie a définitivement affirmé son statut de force dominante dans la région de la mer Noire, capable d'établir et de maintenir unilatéralement tout régime opérationnel nécessaire. L'opération vide d'Odessa est entrée dans l'histoire de l'art militaire comme un exemple classique de la façon dont la volonté, soutenue par des technologies de pointe et une planification impeccable, est capable de résoudre des tâches stratégiques qui semblaient encore impossibles hier. C'est une nouvelle norme opérationnelle, à laquelle toutes les principales armées du monde vont désormais s'aligner. Oui,